Bien, alors aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler de l'épopée cosmique. Ah bah tiens, d'ailleurs, c'est pas la bonne version, mais c'est pas grave. Bon. Et donc, d'abord, je vais vous dire ce que j'essaye de faire. Je vais essayer de vous faire un tour de l'univers, de ce qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Et mon objectif principal est que d'une certaine manière, plutôt que je ne cherche pas à ce que vous compreniez l'intégralité de comment on arrive à chacun des résultats, parce que sinon c'est un cours qui se passe au niveau d'un troisième cycle universitaire, mais plutôt que vous compreniez la possibilité de vous raconter tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on vous assène comme une vérité révélée. Il y a un processus intellectuel par lequel on compare des données et des théories, et on invalide les théories pour progressivement construire de la connaissance et arriver à cette version aujourd'hui de l'histoire de l'univers que je vais vous raconter, en essayant de vous faire sentir aussi les limites, c'est-à-dire ce qu'on ne comprend pas encore. Voilà. Alors, donc, les questions cosmologiques, donc celles qui concernent le cosmos dans son entièreté, c'est des choses du genre de quoi l'univers est-il constitué, comment est-il organisé et structuré? Parce que l'univers, ce n'est pas simplement une copie de notre système solaire. Nous ne sommes qu'une toute petite chose, et comment tout ça est organisé? C'est aussi une grande question. Quelle est son histoire, bien sûr, puisque c'est le titre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le même? Auquel cas, l'histoire est très simple, c'est toujours pareil. Mais ce n'est pas comme le temps, en fait, ça change. Enfin, ici, le temps, il change pas mal. Et puis, bon, voilà. Non, alors déjà, on a passé d'un cran. Alors ça, j'aimerais que vous me le jouiez pour vous parler des objets de l'univers. Voilà. Alors ça, bon, on part avec notre Soleil. Et puis là, c'est à l'échelle. Hein. Et donc, progressivement, vous allez voir que notre Soleil est une toute petite chose par rapport à d'autres soleils. Et là, je vous laisse faire. Vous voyez le diamètre. Là, on en est déjà à 50 millions de kilomètres de diamètre, 64 millions de kilomètres de diamètre. Écoutez, vous pouvez lire 90 millions. Tout ça, c'est pour vous dire, voilà, notre Soleil est en lui-même déjà un petit objet, même pas représentatif. Alors là, on change complètement. Ça, c'est une super géante rouge. Donc là, on est 1 milliard de kilomètres de diamètre. Bételgeuse, dont vous avez peut-être entendu les noms jusqu'à maintenant. Ça continue. Là, on a une étoile qui fait une super géante rouge, 2 milliards de kilomètres, etc. Et puis vous entendez la petite musique, mais ça, c'est pas grave si on l'entend pas plus, c'est juste de la musique. Changeons d'échelle et regardons maintenant. Alors là, on était à 4 milliards de kilomètres. Et là, on essaye de voir un petit peu les objets dans l'espace. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté un petit quadrillage pour vous dire, même ces objets les plus grands possibles, qui sont déjà colossaux par rapport au Soleil, là, voilà, le diamètre, c'est 10 années-lumière. Donc, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en 10 ans, à une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, c'est vraiment des distances colossales. Voilà, à l'échelle de 100 années-lumière, c'est du vide, il n'y a pas grand-chose autour. Mais quand on continue, une année-lumière, toujours, il n'y a pas grand-chose à cette échelle-là dans le cosmos, c'est encore tout petit. Dès qu'on commence à passer à la dizaine d'années-lumière, c'est en gros les distances caractéristiques entre objets. Voilà, là, il y en a plein, donc on commence à avoir des tas d'étoiles. Puis alors, dès qu'on on continue à dézoomer, et là, on commence à se rendre compte qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles à l'intérieur de notre propre galaxie, la Voie lactée. Je vais dire quelques mots supplémentaires, mais on va donc voir une image qui n'est pas de notre galaxie, une reconstitution sur ordinateur. Voilà donc la Voie lactée, mais vue de l'extérieur, entre guillemets, avec le Soleil à une position tout à fait quelconque, à peu près aux 2/3 en allant vers l'extérieur. Et ça, on est en train de parler de 150 000 années-lumière comme échelle. Et puis on continue. Et là, on en est à 2 millions d'années-lumière. Ça y est, on commence à ramasser Andromède, que vous avez peut-être pu voir hier. Et puis, on continue à changer d'échelle, parce que la cosmologie, c'est ce qui se passe à très, très grande échelle. Et là, on voit que l'univers est peuplé d'une quantité de galaxies. Et là aussi, vous avez changé d'échelle, mais vous voyez que des galaxies, il y en a plein le ciel, partout. Et là, on est à l'échelle de 250 millions d'années-lumière. Et continuons toujours à dézoomer, parce que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Et alors là, on en est à, je ne sais plus, 400 millions d'années-lumière. Et là, on voit apparaître des structures à leur tour. On voit que là aussi, les galaxies ne sont pas réparties au hasard.
Là, ben, ce que vous commencez à voir, c'est qu'il y a des trous dans la distribution, il y a des filaments, des amas, et ça, ce sont les plus grandes structures que nous connaissions dans l'univers. On appelle ça les très grandes structures de l'univers. Et au-delà de cette échelle, ça devient à peu près homogène. Et voilà. Alors, mais ce n'est pas encore fini. Quand on continue à dézoomer, alors là, on est à l'échelle de 20 milliards d'années-lumière. Et aux échelles encore plus grandes, on aboutit au fond cosmologique. On ne peut pas voir plus loin. Alors ça, c'est évidemment, on montre comme si on était de l'extérieur, alors que ça, c'est l'intégralité de notre fond. Quand on regarde dans toutes les directions et qu'on fait cette carte, et cette carte-là, eh bien, c'est moi-même et mon équipe qui l'avons constituée, et qui est, à l'heure actuelle, donc, ce qui nous permet de savoir que l'univers fait 13,8 milliards d'années, et sa composition et une partie de son histoire. Et je vais vous raconter un petit peu plus de choses sur cette affaire. Mais je voudrais quand même donc résumer quelques éléments. Donc, vous avez vu que d'abord notre Soleil est une toute petite chose, qu'il y a plein d'étoiles qui sont immensément plus grandes, que ces étoiles sont des toutes petites choses et que pour fabriquer une galaxie, typiquement, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de la Voie lactée et que vous voyez juste un petit trait plus ou moins blanc, c'est simplement que c'est des étoiles, ce que nous appelons non résolues, c'est-à-dire que notre œil n'a pas la capacité de séparer des images très très proches, et donc si vous voyez ça comme une goutte de lait, c'est en fait la centaine de milliards d'étoiles de notre galaxie, et comme c'est une galaxie dite spirale, elle ressemble à un disque, et donc nous on est dans le disque. Donc si vous êtes dans le disque, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien vous voyez un plan. On voit le plan de la galaxie, ce que vous avez enfin ceux qui ont été... Enfin, ça peut se voir assez facilement quand on est à Meymac et qu'on a un beau ciel, étant donné qu'une grande partie de l'humanité ne peut plus voir du tout la Voie lactée parce qu'il y a trop de lumière, notamment urbaine. Ça, c'est le sujet de la table ronde de demain. Bon, alors, je vous dis, donc, quand on va au-delà des échelles de la propre galaxie, on change encore, on dézoome encore, et là, on aboutit donc à ce qu'on appelle aux grandes structures de l'univers, ce qui fait qu'on se rend compte que les galaxies sont agglutinées, elles sont rapprochées entre elles, sous forme d'amas, de filaments et de grands vides. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les grandes structures, et une des questions qu'on se pose, c'est comment on en est arrivé là. Et ça, je vais passer au transparent suivant. Alors, mais avant, je ne peux pas vous manquer de vous montrer une ou deux images parce que je les trouve trop belles. Voilà, donc ça, c'est la version de ce qu'on appelle les piliers de la création, c'est des nuages de poussière. Alors là, on est dans la banlieue. C'est notre galaxie. Tout à côté, c'est pour ça qu'on a des images avec plein de résolutions, vous voyez toutes les étoiles. C'est rendu par le télescope John Webb, la chose dont l'humanité s'est ruinée pour le faire, parce que là, on est au niveau de 10 milliards de dollars, donc c'est vraiment très, 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 très cher. Et c'est une revisite de l'image fameuse qui avait été donnée par le satellite Hubble il y a un certain nombre d'années. Et ce que vous voyez là, c'est essentiellement des nuages de poussière. Et puis les endroits très rouges, comme ça, alors je vais essayer d'utiliser le pointeur, est-ce que ça marche? Oui. Là, vous voyez, là, ces endroits-là, en fait, ce sont des pépinières d'étoiles. À cet endroit-là, ça chauffe très fort, et il y a beaucoup de lumière. Et ce que vous voyez, c'est la lumière radiée par les nuages de poussière, qui sont chauffés par cette lumière. Et donc, voilà ce que vous voyez. En fait, vous voyez une pouponnière d'étoiles, et puis des nuages. En gros, c'est de la crasse. La suie, si vous voulez, mais bon, grâce à Photoshop ou l'équivalent professionnel à Photoshop, on vous met ça en belle couleur. Voilà. Ah, tiens, c'est passé trop vite. Une autre, en 2019, certains de mes collègues ont travaillé là aussi, c'est l'échelle de temps de travail, c'est souvent des décennies. Ils ont réussi à obtenir la première image d'un trou noir. Alors, est-ce que vous voyez? C'est évidemment pas le trou noir lui-même, c'est-à-dire cet objet-là, mais c'est la lumière d'objets qui sont derrière. Et le fait que le trou noir est tellement massif qu'en fait, il déforme le parcours des rayons lumineux et il courbe complètement le trajet de la lumière. Et ce que vous voyez, c'est des images d'arrière-plan qui sont derrière le trou noir. Pour en savoir plus, vous avez un des plus grands spécialistes mondiaux des trous noirs qui est ici, c'est un de mes collègues, il s'appelle Alain Riazuelo. Il va vous en parler dans une conférence et surtout, il a fabriqué des films de réalité virtuelle que vous allez pouvoir utiliser en allant avec lui. Il y a des masques et vous pourrez plonger dans un trou noir.
ce qu'il est impossible de faire. Non, vous pourrez surtout en ressortir en enlevant le masque, ce qui est évidemment impossible de faire avec un vrai trou noir. Voilà. Alors, une chose qui est importante, vous allez voir des choses ovoïdes comme ça, plein, ce sont des cartes tout le ciel. Tout le ciel, ça veut dire qu'on ne peut pas déplier quelque chose qui est sur la sphère sur un plan. On est obligé de le déformer. Voilà, parce que si vous avez déjà essayé, c'est juste impossible, il faut le découper. Alors, il y a plusieurs manières de le représenter. Je vais utiliser tout le temps cette représentation Mollweide. Donc, quand vous verrez un ovale comme ça veut dire que c'est une représentation de l'intégralité du ciel. D'accord? C'est juste, il faut bien qu'on ait une manière de représenter les choses. Alors, voilà, notre ciel, ça, c'est le ciel des galaxies proches. Donc ça, vous imaginez, il y a des astronomes qui ont essayé, ont cartographié l'univers. Donc les coordonnées sont faites de telle manière que ça, c'est le centre de notre galaxie. Ce que vous voyez là, c'est le plan de notre galaxie, donc ce qu'on voit comme une bande. Hein. Tout ce que vous voyez là, cette espèce de brume, en fait, c'est les centaines de milliards d'étoiles qu'on ne résout pas à cette échelle-là. Et puis tous ces points-là sont en fait des images de galaxies extérieures, d'autres galaxies comme la nôtre, simplement qui apparaissent comme des points. Voilà, et alors, des points qui ne sont quand même pas si proches, parce que la galaxie la plus proche, hein, M31, est quand même avec 2,5 millions d'années-lumière. Je le rappelle, on parle des millions d'années-lumière, c'est une distance parcourue par la lumière pendant 1 million d'années, à une vitesse de 300 000 km par seconde. Si on voulait l'exprimer en kilomètres par seconde, on vous donnerait des chiffres avec une quantité phénoménale de zéro. Donc à partir de maintenant, on n'en parle plus, on ne parlera plus que de ça. Nous, en fait, on utilise encore une autre unité qui sont les parsecs, mais bon, c'est un détail. Alors, une chose qui est importante à savoir, alors je ne sais pas, voilà. Notre univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme les raisins dans un cake, les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Alors, pas les étoiles. Les étoiles, elles sont tenues entre elles parce qu'elles s'attirent les unes les autres. C'est très dense, une galaxie, enfin assez dense, pour que les étoiles ne suivent pas le mouvement général d'expansion. Mais en revanche, alors, je ne sais pas si vous pouvez le rejouer. Je vais voir si je peux... Attendez, je vais essayer de refaire dans le sens inverse. Voilà, hop. Donc, voilà, est-ce que ça va démarrer? Voilà. Donc, en fait, c'est véritablement l'espace entre les objets qui se dilate. Et donc, les objets sont juste emportés par ce flot-là. Voilà, donc c'est ça l'expansion de l'univers. Alors, ça a un effet, c'est que la lumière, qui est un effet de la physique, qui est l'effet de notre monde, c'est une des lois, c'est que quand un objet s'éloigne de nous, son son ou sa lumière est décalé vers le rouge. Alors, son son, il est décalé vers le grave, pardon, et la lumière est décalée vers le rouge. En revanche, un objet qui se rapproche de vous, la lumière est décalée vers le bleu et le son est plus aigu. Vous avez tous entendu les voitures qui passent, voilà, quand elles s'éloignent. Bon, c'est le même effet, sauf que c'est avec la lumière. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, de la lumière qui est émise à un moment, de la lumière émise alors, par ce centaines de milliards d'étoiles qui est là, donc les lumières de cette galaxie, quand elle se propage dans cet espace en expansion, et donc où les objets s'étirent les uns des autres, cet objet-là voit une lumière qui est décalée vers le rouge. Voilà, donc en fait, ce qu'on s'attend à voir, c'est que tous les objets autour de nous, pour l'essentiel, on ne les voit pas tels qu'ils sont, on voit leur lumière rougie, et elle est d'autant plus rougie que les objets sont plus loin. Et ça va être un effet extraordinaire pour nous, que nous allons utiliser. Parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est, en fait, je vous ai assoné que l'univers est en expansion. En fait, c'est quelque chose qu'on a découvert. En fait, c'était même une révolution, et ce n'était pas du tout ce qui était attendu. L'image classique, c'était que l'univers était statique, homogène, éternel, et donc il y a eu beaucoup de résistance à vaincre. Par notre résistance, on n'est pas différent de vous. Je veux dire, les résistances, ça a été des gens comme Einstein, voilà. Ça n'a pas été accepté si facilement, mais ça, c'est à partir de 1919, on se rend compte, en utilisant des indicateurs de distance autres, luminosité des étoiles, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, on se rend compte que les objets s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'ils sont plus éloignés.
d'autant plus vite et donc d'autant plus décalée vers le rouge. En fait, ce qui est fait, c'est mesurer la lumière, se rendre compte qu'elle est décalée vers le rouge, regarder la distance et on se dit, nom d'une pipe, plus les objets s'éloignent, plus les objets sont loin, plus ils s'éloignent vite de nous. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a déduit le fait que l'univers est en expansion. Ce n'est pas dans l'autre sens, hein, bien sûr. Bon, et alors tout ça, du coup, ça va nous permettre d'évaluer les distances, parce qu'une fois qu'on a compris que l'univers est en expansion, eh ben, c'est super facile. On se contente, entre guillemets, de mesurer la lumière d'une galaxie qui est loin. On regarde quel est le décalage vers le rouge de la lumière de cet objet-là, et à travers cette loi, on en déduit, ah, elle est donc elle s'étend à telle vitesse, donc elle est à telle distance. Et donc on gagne la troisième dimension. Alors ça aussi, c'est un aspect magique. Je vous ai montré ça précédemment. Attendez, j'essaie de repartir en arrière. Je vous ai montré ça. Ça, c'est une image en 2 dimensions. On ne sait pas à quelle distance sont les objets. Eh bien ça, grâce à cette loi-là, on va pouvoir découvrir à quelle distance sont les objets, et donc les positionner, et donc avoir une image tridimensionnelle de l'univers qui nous entoure. Ça aussi, c'est assez magique. Alors, je reviens. Voilà. Et alors, en pratique, le détail, c'est que, en fait, la lumière, par exemple, du sodium ou des différents atomes, c'est émis à une longueur d'onde très spécifique, qu'on appelle la longueur d'onde de référence dans le laboratoire. Et donc, si on arrive à reconnaître ça, à reconnaître ces raies d'émission dans le spectre d'une galaxie, on peut dire à quelle longueur d'onde je le mesure. Je connais la longueur d'onde dans le laboratoire. Je dis, ah, ben voilà, je peux mesurer le décalage vers le rouge, si vous avez calibré votre instrument. Voilà, donc en fait, je vous ai un peu donné tous les secrets, les petits secrets des astronomes d'observation. Voilà, donc en fait, il y a toute une spécialité qui s'appelle les spectroscopistes, dont le job, pour l'essentiel, c'est de reconnaître les raies d'émission, ou d'absorption d'ailleurs, dans la lumière émise par une galaxie ou un objet, voilà. Et une des applications particulières, c'est non seulement de savoir de quoi est constitué l'objet. Si vous avez une raie du sodium, c'est qu'il y a du sodium. Voilà, vous pouvez même mesurer la quantité de sodium, mais vous allez surtout pouvoir mesurer à quelle distance cet objet est. Alors, hop, décidément ça. Et alors, quand on fait ça, voilà ce qui apparaît à nos yeux ébobis. Parce que là, maintenant, je vous montre une tranche. Tout à l'heure, je vous avais montré l'oignon, c'était le plat, c'était le fond du ciel. Ça, c'est pas ça du tout. C'est une tranche, c'est-à-dire que vous imaginez, vous coupez le cake et vous regardez en fonction de la distance. Et là, maintenant, tous ces objets ont été positionnés en utilisant la loi dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, en fait, je positionne en fonction du décalage vers le rouge à quelle distance est cet objet. Et ce qu'on voit, c'est ça. Et maintenant, vous voyez la révélation tridimensionnelle. C'est comme une coupe d'un tissu. Hein. Vous voyez du coup la structure. Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, ce qui apparaissait déjà sur l'image plane, mais qui était peut-être un artefact de projection, on se rend compte que les galaxies sont réparties dans des amas de galaxies. Et plus c'est rouge, plus il y en a beaucoup. Hein. Vous vous rendez compte aussi qu'il y a aussi des grandes structures filamentaires comme ça. Vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas de galaxies. Et si vous empilez des couches les unes à côté des autres, vous vous rendez compte qu'en fait, ce qu'on voit là, la plupart du temps, c'est la paroi d'une bulle. Et donc, en fait, cette structure ressemble à celle d'une éponge. C'est-à-dire, vous avez des endroits où il n'y a quasiment pas de galaxies, et les galaxies sont réparties sur les parois. C'est une description, hein, sont réparties sur ce qui ressemble à des parois du vide, et à l'intersection des parois entre deux vides, il y a un filament, et à l'intersection des filaments, quand vous avez plusieurs vides de ça, vous avez un amas. Voilà. Et ça, c'est typique de la structure d'une éponge. Hein, si vous regardez une éponge, ça ressemble à ça. Et une éponge a en plus une autre propriété qui est absolument fascinante, c'est que les vides et les pleins sont équivalents. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous restez dans l'ossature de l'éponge, vous pouvez vous promener et aller d'un bout à l'autre de l'éponge. Et bien, vous pouvez faire la même chose dans les vides. Les vides sont connectés entre eux. Voilà. Et ben, il se trouve que l'univers a très exactement cette topologie, c'est-à-dire cette organisation de l'espace, enfin plus exactement, la structure de la distribution des galaxies dans l'univers a cette distribution tout à fait particulière mathématiquement de la distribution d'une éponge. Du coup, on peut parler des grandes structures de l'univers comme étant la structure d'une éponge. Alors voilà, on vit dans une éponge, entre guillemets. Ce qui peut nous interroger, parce que
là aussi, là, ce que font les astrophysiciens, typiquement, c'est de se poser des questions. Les plus redoutables, comme ceux qui m'ont entendu dire hier, étant les questions des enfants, qui disent simplement mais pourquoi c'est comme ça? Voilà, alors là, c'est diabolique parce que les parents sont en général complètement secs, parce qu'en fait, personne ne sait. Eh ben, le métier des scientifiques, au sens large, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut comprendre dans l'apparition notamment des choses, et notamment qu'est-ce qui a bien pu produire Alors, est-ce que c'est simplement quelque chose, il y a une sorte de Dieu omnipotent qui a distribué chacune des galaxies une par une comme ça et a décidé de les positionner, ou existe-t-il un modèle dynamique qui dise finalement ça c'est quelque chose qui se construit et on peut déduire ceci de lois simples à partir de conditions initiales plus simples. Et ma génération est celle qui a compris ce phénomène-là et qui a compris que finalement tout ça, c'est le produit d'une évolution à partir d'un univers au départ qui est essentiellement homogène et isotrope. Ne vous inquiétez pas, je vais définir les thèmes. Homogène, c'est-à-dire que c'est partout pareil. Isotrope, ça veut dire que c'est pareil dans toutes les directions. En gros, c'est un milieu qui est le même partout. Voilà. Donc vous imaginez un milieu qui est le même partout, ou très peu perturbé, vous branchez la gravité, et la gravité, ce qu'elle fait, c'est simplement, les endroits qui sont un peu plus denses attirent la matière autour, ça va devenir des endroits plus denses, et les endroits qui perdent leur matière vont devenir des vides. Donc en fait, c'est très simple. Tout simplement, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Voilà, donc vous imaginez, même s'il n'y a que des petites variations au départ, très tôt dans l'histoire de l'univers, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la gravité est capable de produire cette structure-là? Et les premières réponses qu'on a apportées il y a une trentaine d'années, ça tombait bien, les ordinateurs commençaient à apparaître. Et donc, on a mis des bouts d'univers dans une boîte, on a mis une distribution de matière peu perturbée, et on a regardé sous quelles conditions on arrivait à reproduire ce genre de choses. Et on s'est aperçu que, tout à fait génériquement, on pouvait reproduire ces structures-là à partir de petites fluctuations, ayant certaines propriétés quand même. Il faut quand même une distribution relative des intensités de fluctuation entre les différentes échelles. Mais néanmoins, le point essentiel, c'est qu'on a dit, on sait rendre compte de ça avec des choses très très simples, des éléments très très simples. En fait, toutes ces structures compliquées qui apparaissent sous l'effet de l'évolution se déduisent de lois très simples. C'est du même genre, et c'est le même émerveillement que si vous regardez un chou, comment s'appelle ça, Maresco, enfin ceux qui sont... Voilà, et on se rend compte que c'est simplement une loi extraordinairement simple de où est-ce que je pose une nouvelle cellule à côté de la précédente, qui suffit, et ça c'est en une phrase, et ça suffit pour générer des structures incroyablement complexes. Donc l'émerveillement est, voilà, des lois simples produisent des choses très complexes, et notre job, c'est aussi de trouver quelles sont ces lois simples qui permettent de rendre compte de manière satisfaisante de ce que l'on observe. Donc voilà, ça c'est. Alors vous imaginez ça maintenant, hein, cette tranche-là, vous l'imaginez, il y a celle d'à côté, celle d'à côté, celle d'à côté, donc c'est une structure tridimensionnelle qui est la structure d'une éponge. Voilà. Alors, il y a quand même un point dont il faut. Hop, mais décidément, pourquoi ça passe deux d'un coup? Un des points qui est évident, mais auquel j'attire votre attention, c'est le fait que la lumière a une vitesse finie. Même si c'est très très grand, 300 000 km par seconde, c'est quand même une vitesse finie. Et donc, c'est à tel point qu'on a mesuré les distances en termes de temps de parcours de la lumière. Mais ça veut dire que quand on regarde les objets, on ne les voit pas tels qu'ils sont, on les voit tels qu'ils étaient au moment de l'émission, et il faut donc défalquer le temps qu'il a fallu à la lumière pour nous parvenir. Alors, quand on regarde la Lune, on la regarde 1,3 secondes dans le passé. Dit autrement, la distance de la Terre à la Lune est 1,3 secondes-lumière. Mais donc, ça veut bien dire que quand vous la regardez pas comme si elle était ici et maintenant, vous la regardez telle qu'elle était il y a 1,3 secondes. Bon, vous allez me dire, oui, et alors? Alors, quand on parle du Soleil, on est à 8 minutes. Donc, là aussi, s'il y a une éruption solaire, en fait, c'est 8 minutes plus tard que vous avez l'image qui apparaît sur votre rétine. Bon, c'est pareil pour Mars, les données de Rosetta, bon voilà, donc Rosetta, dont vous avez certainement entendu parler, c'est vieux de 25 minutes. Bon, ok, mais alors qu'est-ce qui se passe
quand on imagine maintenant des distances cosmologiques. Et bien du coup, les objets qu'on regarde sont loin dans le passé. Je vous ai parlé de distances qui se mesurent en années-lumière, en millions d'années-lumière, en milliards d'années-lumière. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est le passé, toujours. Et donc reprenons cette image, ça c'est la même que précédemment, ça c'est toujours les points de galaxies, la tranche. Mais simplement, il faut se rendre compte que quand on regarde, j'essaie de prendre voilà, quand on regarde à cette distance-là, là, on est en train de regarder à 2,7 milliards d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc là, on est en train de passer tout de suite à des échelles absolument colossales. Je vous ai montré des petits points en vous disant, oui, c'est des grandes échelles, mais voilà, j'espère vous faire toucher du doigt. On parle vraiment d'échelles cosmologiques. Voilà, donc nous, on est là. Et les galaxies les plus proches, celles qui sont tout à côté, là, voilà, c'est M31, dont on a parlé déjà, c'est 2,5 millions d'années-lumière. Ça, c'est vraiment la banlieue tout à fait proche. Et dès qu'on va commencer à s'occuper des grandes structures de l'univers, les échelles caractéristiques sont les distances caractéristiques, si vous voulez, sont la centaine de millions d'années-lumière. Et donc, on observe les objets dans leur passé. Il est absolument impossible de faire de la cosmologie sans percevoir que quand on regarde loin, on regarde dans le passé. Mais l'avantage de la chose, c'est qu'on regarde dans le passé. Donc, du coup, le passé se révèle à nous simplement si on observe loin. Alors, simplement, ce n'est pas si simple que ça. La lumière devient très, très faible, donc il faut construire des grands télescopes, enfin, tout ça. Mais la possibilité de la cosmologie tient notamment à ça, c'est simplement qu'on peut non pas imaginer le passé, on peut l'observer. Alors, on peut l'observer sous forme de tranche. Si je regarde, je ne peux pas choisir une distance et un temps. Ça, ce n'est pas possible. Tout ce que je peux faire, c'est dire, quand je regarde à telle distance, je regarde à telle distance dans le passé. Mais c'est quand même une machine extraordinaire, puisque du coup, c'est pas du tout, là, je lis... Alors, on peut dire, je lis le grand livre de la création, mais celui-là, c'est simplement dû au fait que la vitesse de la lumière est finie. Et donc, c'est une partie de la possibilité de la cosmologie. Alors, on peut se poser la question, et nous, on se l'est posé, bien sûr, c'est qu'en fait, cette image-là, elle n'existait pas quand j'ai fait ma thèse. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes. Et la première image qui a révélé cette structure-là, elle avait à peu près cette taille-là. Et c'est une dame qui a à peu près mon âge, donc qui commence à se rapprocher maintenant de la retraite. Mais ça, ce n'est pas des choses qui sont antiques, connues depuis très longtemps. Mais quand on a commencé à voir ça, et ah oui, je mentionne, si l'image a moins de contraste, ici, c'est simplement que c'est difficile. Plus on regarde loin, plus c'est difficile d'avoir des objets. Et donc, la densité d'objets diminue. Ce n'est pas parce qu'il y en a moins dans l'univers, c'est simplement que c'est de plus en plus difficile de les observer. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe quand je change encore d'échelle? Et donc, là, vous voyez, cette image-là, c'est ce grand cercle vert est maintenant ici. Alors, vous voyez d'abord la première chose, ce sont les données, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. C'est des positions d'objets dont on mesure le spectre, etc. Alors, plus on regarde loin, moins il y en a. Bon, mais moins il y en a, c'est parce que c'est de plus en plus difficile à les observer, rien d'autre. Et on peut se poser la question, jusqu'où peut-on regarder? On va penser d'ailleurs au paradoxe d'Hiddelberg ou le paradoxe de la nuit noire, etc., qui n'est pas bien loin. Eh bien, en fait, il faut commencer à se poser la question. Alors, je vous mets une échelle là, qui est en rouge. Et là, cette échelle-là, il y a un temps de parcours qui correspond à 13,8 milliards d'années pour parvenir jusqu'à nous. Et vous allez bientôt découvrir que c'est quasiment l'âge de l'univers. Alors, pourquoi il y a cet horizon cosmologique, cette distance au-delà de laquelle on ne peut pas voir? C'est très simple. Je vous ai dit tout à l'heure, l'univers est en expansion. Très bien. Donc, quand je regarde dans le passé, je regarde un état. Donc, quand je m'éloigne, chaque coquille, quand je m'éloigne un peu plus, l'univers était un peu plus jeune. Les raisins du cake étaient un peu moins éloignés. Dit autrement, l'univers était plus dense. Et vous savez que ce qui se passe quand un gaz, par exemple un gaz, est plus dense, il est plus chaud. Si vous prenez une pompe à vélo, vous comprimez, ça chauffe. Et réciproquement, dans un frigo, quand vous dilatez un gaz, il refroidit. D'accord? Donc, quand on regarde de plus en plus loin, non seulement on regarde les objets qui sont de plus en plus jeunes, mais on regarde aussi l'univers à un moment où il était plus dense et donc plus chaud et moins étendu.
Jusqu'où ça peut aller, cette affaire-là? Alors, tout simplement, ça peut aller jusque-là, parce qu'à un moment donné, quand on remonte suffisamment loin dans le passé, à peu près 13,8 milliards d'années, on tombe dans un état, dans une température qui correspond à peu près à la température de la surface du Soleil. C'est-à-dire que l'univers, à ce moment-là, a une température qui est celle de la surface du Soleil. Et la surface du Soleil, c'est un état dans lequel la matière ordinaire n'est pas du tout dans son état ordinaire, elle est ce qu'on appelle ionisée, c'est-à-dire que les protons et les électrons qui constituent les atomes sont séparés. Voilà, donc c'est un état qu'on appelle un plasma, ça se fait aussi dans des lampes à plasma, enfin je veux dire, ce n'est pas de la physique complètement hors sol dont je vous parle, ça c'est des choses, de toute façon le Soleil ce n'est pas un objet surprenant. Donc on va jusqu'à une densité et une température qui correspond à la surface du Soleil. Ce qui veut donc dire, notamment, qu'on ne peut pas regarder plus loin, parce que la surface du Soleil, pour nous, l'intérieur du Soleil, il est opaque. Tout ce qu'on voit, c'est des grains de lumière qui sont générés à l'intérieur du Soleil, disons, ont un parcours en boule de billard à l'intérieur du Soleil, parce que tout simplement, ils rebondissent sur les électrons à l'intérieur du Soleil. Bon, ça, c'est la physique, mais c'est un peu la même physique que le brouillard. Vous mettez une lampe dans le brouillard, vous ne pouvez pas voir la lampe, mais vous pouvez simplement voir une lueur à la sortie du brouillard, quand vous êtes dehors. Dans le Soleil, vous ne voyez pas l'intérieur du Soleil, vous ne voyez pas la source de la lumière, vous voyez la surface extérieure. Et ça, d'ailleurs, je dois avoir une image. Ah non, c'est pas là, elle est où? Non, une pipe, là, voilà. Donc, voilà, le Soleil, vous voyez que la surface. Et donc, nous, ce qu'on voit là, dans cette... Hop, je reviens en arrière. Ah, décidément, voilà. On ne peut pas voir plus loin que la surface, que le temps de retour en arrière dans l'univers, où l'univers est lui-même, comme la surface du Soleil, il est chaud, il est dense, et au-delà de ça, il est encore plus chaud et encore plus dense, donc on y voit encore moins. Donc on a découvert ce qui s'appelle un horizon. L'horizon comme celui des marins, alors ce n'est pas la même origine de physique, puisque l'horizon marin, c'est la courbure de la Terre, donc vous ne pouvez pas voir au-delà d'une certaine distance parce que, tout simplement, les choses disparaissent de votre vue, parce qu'il y a dû à la rotondité de la Terre. Donc vous ne pouvez pas voir au-delà d'une certaine distance, c'est ça qu'on appelle un horizon. Eh bien là, il y a un horizon cosmologique, et on ne peut pas voir plus loin dans l'univers qu'à peu près une distance qui correspond au temps de parcours de la lumière pendant 13,8 milliards d'années, parce qu'à ce moment-là, l'univers est tellement chaud, tellement dense, que c'est un brouillard opaque, et on ne peut pas voir plus loin. Voilà. Et ça, on appelle ça le rayonnement cosmologique de fond. Et ça, c'est typiquement, c'est ce qu'on dit aussi, ce qu'on décrit dans une certaine littérature comme étant l'écho du Big Bang. C'est littéralement, ou la boule de feu primordiale, si vous préférez. C'est une autre manière de décrire la chose, c'est-à-dire un reste de cette époque de l'univers qui était très chaud, très dense, et dont il ne reste aujourd'hui que de la lumière qui est beaucoup plus ténue, parce que là aussi, si vous repensez à l'image du Soleil, ces longueurs d'onde d'émission sont à peu près comme celles du Soleil, mais sauf que ça a été dilaté par l'effet de l'expansion de l'univers, de telle manière que cette lumière-là n'est pas visible à notre œil. Il est dans les longueurs d'onde radio. Donc nous sommes entourés des restes de la boule de feu primordiale, partout, dans tout l'univers. Il y a des photons qui traînent, il y en a énormément, mais simplement à des longueurs d'onde où notre œil ne le perçoit pas. Donc en fait, on devrait être aveuglé tout le temps. Si nos yeux percevaient la lumière, disons, au niveau électromagnétique des ondes radio, voilà, ces longueurs d'onde-là, donc centimétriques, eh bien, on serait aveuglé constamment par la lumière résiduelle de la boule de feu primordiale. Et donc la nuit ne serait pas noire du tout, et pas simplement donc parce qu'il n'y avait pas encore d'étoiles, mais alors, ça ne serait pas le rayonnement des étoiles, c'est le rayonnement directement du Big Bang. Et alors, il y a une autre raison, je fais une petite parenthèse pour ceux qui se sont posé la question, mais alors, là, si on regarde les objets de plus en plus tôt,
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire en fait qu'on voit les objets de plus en plus tôt dans leur histoire, tellement tôt qu'à un moment donné, ils ne sont pas encore formés. C'est comme pour les enfants. Si vous regardez de plus en plus tôt, il y a un moment donné, vous arrivez au moment du fœtus. Puis après, si vous pouvez suivre sur le sperme, enfin bon, évidemment, mais l'image va peut-être s'arrêter. Mais là, en fait, on appelle ça les âges sombres. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est dans un univers très chaud, très dense, très homogène. Sous l'influence de la gravité, des petites fluctuations qui sont déjà préexistantes vont commencer, sous l'influence de la gravité, à se réunir, vont fabriquer les premières étoiles, les premières galaxies, ça s'appelle, c'est quelques centaines de millions d'années plus tard, et progressivement, tout ça va générer les premières galaxies et les grandes structures de l'univers dont je vous ai parlé. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'avoir, on a maintenant la technologie, ça s'appelle le John Webb Space Telescope, qui coûte quand même 10 milliards de dollars, hein, c'est un objet monstrueux. Il est grand, hein, rien que son bouclier thermique est grand comme un terrain de... Alors j'ai oublié, c'est un terrain de foot, je crois. C'est très très grand. C'est un miroir qui doit faire 6 mètres, quelque chose comme ça. Vous levez le doigt, c'est pour me dire que j'ai fini? Il n'est pas loin de... Ah non, il est à environ à 150 millions de kilomètres. Il est loin de nous. Parce que nous, on est des sources de pollution terribles, les téléphones, tout ça. Enfin bon, il faut s'éloigner de ces créatures nuisibles pour pouvoir regarder le cosmos. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Et donc, oui, et donc avec John Webb, on commence à observer les galaxies par là, c'est-à-dire très très loin. Et on commence à, là aussi, comme toujours, chaque fois qu'on observe l'univers, il n'est pas complètement en accord avec ce qu'on avait prévu. Et c'est pour ça que c'est excitant, parce qu'on découvre des choses nouvelles, en gros, il faut sortir des nouveaux concepts, il faut apprendre des choses nouvelles. Finalement, c'est pour ça qu'on est là. Et on a appris beaucoup de choses au cours du dernier siècle. En fait, on a complètement révolutionné la vision du monde, et j'ai eu la chance inouïe de faire partie des gens qui ont pu lever le voile. Avec d'autres, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je vous ai un peu décrit tout ce qu'on pouvait imaginer avec cette image. Alors d'abord, un petit point quand même, ce rayonnement cosmologique de fond, n'allez pas penser que c'est un ou deux photons qui se battent en duel. En fait, presque tous les photons de l'univers sont des photons cosmologiques issus du Big Bang. 98-99%. Tout ce que nous recevons avec les yeux ou avec nos télescopes standards optiques, c'est les photons qui sont dus par les étoiles, et ça, il y en a très peu. Enfin, il y en a très peu. Il y en a très peu par rapport au nombre de photons cosmologiques, les grains de lumière cosmologiques. Il y en a environ 400 par centimètre cube. Vous prenez n'importe quel centimètre cube dans l'univers, il y a 400 photons. Voilà, puisque c'est à peu près homogène. Alors que les autres, il y en a un ou deux. Voilà. Donc toute la lumière, encore une fois, c'est rigolo parce qu'on se rend compte que tout ce dont on a l'habitude, en fait, est une toute petite minorité de ce qu'il y a pour de vrai. Donc ce qu'on observe, c'est à peine quelques photons, notamment. Voilà, et puis, on n'est pas fait de la même matière que l'essentiel de l'univers. Enfin voilà. Donc il y a un décentrement relatif, enfin il y a un décentrement dans notre petite position au centre de l'univers qui est assez radical. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même préserver notre environnement. Voilà. Et en fait, ce rayonnement, il peut se voir simplement avec une télé mal réglée. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est en fait relativement facile. Ça, ceux qui savent lire un graphe, ça, c'est en fait le spectre de toute la lumière. Ça veut dire combien il y a de... Alors, je vais quand même vous le faire. Combien il y a de photons, là, par unité de volume, on va dire, en fonction de leur fréquence ou de leur longueur d'onde. Donc, l'optique, là, nos yeux, ils voient que ça. Voilà, nous, on observe ce qui est là. Et là, si vous regardez, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un facteur 10 entre les deux. Donc vous voyez, là, c'est assez facile de voir que là, il y a à peu près un facteur 100. Presque tous les photons sont ceux du fond cosmologique micro-ondes, Cosmic Microwave Background. Voilà, et ça, c'est le fond de toutes les galaxies. Et ça, les rayons X, les rayons gamma, ça, c'est ce qui vient d'événements cataclysmiques, les supernovae, les quasars, enfin tout ça. Voilà, donc en fait, nous on observe ça, et après les astronomes se fatiguent pour essayer de voir tout le reste et de savoir ce qu'on peut en tirer. Voilà. Alors,
Il y a encore une chose qu'on peut se poser comme question, c'est de se dire, mais bon d'accord, je vous ai raconté là qu'on est capable de dire, il y a des toutes petites fluctuations dans un univers qui est quasiment homogène, etc. Il est très chaud, il est très dense, ça c'est il y a 13,8 milliards d'années. Et puis la gravité va permettre, simplement en rassemblant tout ça, de fabriquer la structure en éponge de l'univers. Très bien, mais il faut donc qu'il y ait des fluctuations au départ. Si vous avez zéro fluctuation, il n'y a rien à amplifier. Et donc, en fait, on se dit, finalement, cette surface-là, elle ne peut pas être totalement homogène. L'univers doit déjà avoir des petites fluctuations pour que ça puisse se développer sous l'influence de la gravité. Et donc, finalement, c'est la même idée que pour le Soleil. Le Soleil, la surface du Soleil, elle est granuleuse, elle est grumeleuse, si vous préférez. Ça traduit les variations de ce qu'on appelle la photosphère, c'est-à-dire qu'est-ce qui est présent à l'échelle de la transition vers la transparence du Soleil, n'est-ce pas? Et donc, en observant le Soleil, on observe ces grumeaux, et donc on peut en déduire des choses sur l'état du Soleil. Et bien nous, on va pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire que dans l'image précédente, décidément, voilà, dans cette image-là, eh bien, le rêve serait de pouvoir dire, est-ce qu'on peut faire l'image des grumeaux primordiaux, ceux qui vont se développer sous forme de galaxies, et qui ont laissé une petite trace sur le fond cosmologique. Et donc, une petite trace, pourquoi? Alors, je vous dis en 2 mots, c'est simplement que les endroits où il y a un peu plus de matière, à ce moment-là, donc une petite fluctuation positive, les photons vont avoir, les grains de lumière vont avoir un peu plus de mal à s'arracher. Voilà, donc à cet endroit-là, le ciel sera un peu plus rouge. Donc, en fait, le principe est connu depuis longtemps, Gamow, tout ça, donc ça, c'est les années, en gros, pas trop loin de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est purement de la théorie. Et donc, il va falloir attendre Kobe 1992 pour qu'on ait la première détection de ces fluctuations-là, mais cette fois avec un télescope. Donc ça, c'est pas vieux. Enfin, c'est pas vieux, ça dépend. Pour les plus jeunes auditeurs et auditrices, ça vous paraît antique. Mais voilà, 1992, il y en a d'autres qui étaient déjà là, à cette époque-là. Voilà, et donc, nous, ça nous a un peu fascinés avec un certain nombre de collègues et on a proposé de faire la suite de Kobe. Ça va être l'histoire que je vais vous raconter par la suite. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais ça n'a pas d'importance. Alors, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire l'équivalent de la carte de la surface du Soleil, sauf que ce n'est pas la surface du Soleil ce qu'on veut cartographier, c'est le fond cosmologique qui est partout et donc qui a mis 13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Donc, alors, il faut quand même se poser une question. Alors, je vais finir de vous raconter l'histoire et après, je vous reviendrai aux aspects observationnels. Oui, mais alors, je reviens là. D'accord, mais vous me racontez, là, on va essayer de cartographier les grumeaux primordiaux, etc. Mais, alors, si le Big Bang est peu de temps avant, on y reviendra aussi, quelques 300 000 ans avant, comment ils sont apparus, ces grumeaux primordiaux? Évidemment, c'est toujours, à chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois qu'on apporte une réponse, il y a de nouvelles questions qui apparaissent. Mais on a les moyens intellectuels de poser la question. Parce qu'avant, sinon, on fait de la théologie. À chaque étape, on a la capacité de poser de nouvelles questions, et à chaque étape technologique, on a aussi la capacité d'y répondre. Parce que, bon, si la technologie ne progresse pas, on n'est pas capable de mesurer des phénomènes plus faibles, plus difficiles à mesurer, etc. Bien. Et donc, en fait, si vous allez voir, alors, voilà. Donc, l'idée de l'existence d'une phase très tôt dans l'histoire de l'univers est apparue, au cours de laquelle ces fluctuations pourraient être générées, est apparue en 1970. Donc là aussi, c'est des idées qui ne sont pas si vieilles que ça. C'est des gens que j'ai connus. D'ailleurs, il y en a un qui est encore vivant, Slava Mukhanov. Et donc, l'idée, c'est qu'on se dit que quand on regarde, je ne vais pas vous la faire complète, mais ce n'est pas un cours de DEA, mais quand on fait l'union de la mécanique quantique et de la cosmologie, on se rend compte qu'il faut essayer de penser qu'est-ce que font les phénomènes quantiques à l'échelle du cosmos. Et une chose dont on se rend compte, alors il y a 2 choses, c'est que le vide n'est pas le néant, le vide quantique n'est pas le néant. C'est-à-dire que le vide
il peut y avoir des paires particules-antiparticules qui apparaissent et qui se désintègrent, etc. En gros, c'est un peu comme une casserole qui bout. Ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Alors ça, c'est des effets qui sont connus dans le laboratoire, ça se mesure, bon. Mais quand vous mettez ça dans l'ordre cosmologique, si vous imaginez que le vide a un effet sur l'expansion, ce que je vous dis, parce que je ne peux pas tout décrire, à ce moment-là, vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, l'univers s'étend dû essentiellement au vide quantique, c'est-à-dire on revient très tôt, avant la matière, avant la lumière, là on est dans le premier milliardième de seconde après le Big Bang. Donc là j'ai fait un saut dans le passé encore plus colossal. Ce dont ces gens se sont rendus compte, c'est que s'il y avait une phase comme ça, où l'expansion de l'univers est pilotée par le vide, alors les fluctuations quantiques du vide, celles qui sont incontournables, celles qui se produisent tout le temps, et avaient exactement les bonnes propriétés pour engendrer la croissance, pour fabriquer les grumeaux primordiaux qui vont engendrer la croissance de tout. Des étoiles, des galaxies et ultimement de nous. Alors ça, c'est une idée qui fait tomber les chaussettes quand même, hein, parce que c'est quand même incroyable. Et ça, c'est dans les années 70 que ça apparaît. Alors, on n'a pas du tout les moyens technologiques encore à cette époque-là. Mais l'idée est là que, alors ce n'est pas la seule théorie à l'époque, moi j'en poussais une autre, bon, pas de chance, ce n'était pas la bonne, bon, mais bon, voilà, avec le même genre d'idée. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est la beauté de cette théorie, et, enfin de toutes les théories, c'est qu'on pouvait faire des tas de prédictions, plus exactement, pas des prévisions, des prédictions, en disant, si on a compris quelque chose, alors le jour où on sera capable de mesurer l'écho du Big Bang, etc., des petites fluctuations, ces petites fluctuations devraient avoir toute une série de propriétés que je ne vais pas vous décrire parce que ce sera des termes que la plupart d'entre vous ne peuvent pas comprendre, donc ce n'est pas la question. Mais le point important, c'est dès les années 70, il y a toute une série de prédictions pour que un jour, si d'abord on observe des grumeaux primordiaux, eh bien, d'abord s'ils sont là, et si on les observe, eh bien, dans cette théorie-là, il y a tout un tas de propriétés qui dépendent quand même d'un certain nombre de choses, comme l'âge de l'univers, comme un certain nombre d'aspects du cocktail. Voilà. Donc les prévisions sont là. Et donc, on a donc une théorie, là je vous ai fait une sorte de panorama de l'état, disons, presque cosmologique, mais je vais m'apasser. Donc les fluctuations quantiques du vide, voilà une manière de le visualiser. Vous imaginez, les endroits plus denses, c'est les endroits où il y a du rouge, là, voilà. Et ben, en gros, ça ressemble à ça. C'est comme un bouillonnement constant. Et donc, le vide n'est pas le néant. Ça, c'est des simulations numériques utilisant les lois de la mécanique quantique qui sont utilisées pour fabriquer des transistors, des lasers, tout le monde, les téléphones portables. Enfin, là, je ne vous parle pas des lois qui pourraient être très surprenantes. C'est les lois qui ont fabriqué le monde technologique dans lequel on est. Et donc, voilà à quoi ça peut ressembler le vide quantique. Et dans tout ce que je vous ai dit, si cette histoire est correcte, nous sommes les enfants lointains des fluctuations du vide quantique. Donc vous avez appris que nous sommes les enfants des étoiles, hein, puisqu'il faut du carbone, il faut tout ce qui a été fabriqué dans les étoiles, mais les étoiles, elles viennent de quelque part, et donc en fait, nous sommes les enfants du vide. Ce que je trouve absolument magnifique comme idée. C'est une idée qui est apparue depuis quelques décennies uniquement. Voilà. Alors, pour résumer tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on imagine que dans les premiers milliardièmes de seconde, enfin c'est même pas, c'est le milliardième, 2 milliardièmes de seconde, après la période où la température est extraordinairement élevée, qu'on va appeler le Big Bang, il peut y avoir une phase d'inflation qui génère des grumeaux primordiaux. Il se passe environ 380 000 ans. Au bout de 380 000 ans, l'univers qui était très chaud devient un peu moins chaud, un peu moins dense, et c'est le moment où l'univers devient transparent, et c'est cette transition-là qu'on va pouvoir observer. À partir de là, 200 millions d'années plus tard, à peu près, vont apparaître les premières étoiles, les premières galaxies. Tout ça va continuer à s'agglutiner pour fabriquer les grandes structures de l'univers, et tout ça, c'est au bout de 13,7 milliards d'années. Voilà. Donc la vision qu'on peut avoir de l'univers qui est... Alors ça, je vous ai donné une vision. Ça, vous voyez cette espèce de ligne de temps. Ça, c'est comme si on était à l'extérieur de l'univers, ce qui évidemment n'est pas possible. On est tous à l'intérieur de l'univers. Donc, comment on observe l'univers? La même chose, mais cette fois vue de notre point de vue. Ça veut dire qu'il me reste 5 minutes. Bon, on va faire ça vite.
Donc, quand on est autour, je vous ai dit, voilà, plus on observe loin, plus on observe les grandes structures dans un état de moins en moins dense et de moins en moins évolué. Mais observationnellement, ben, on observe des amas, on observe d'autres sources lumineuses, et on arrive jusqu'à cette coquille qui est le fond de ciel, qui est et les fluctuations, en fait, c'est celles qu'on a mesurées, c'est les fluctuations du rayonnement cosmologique. Voilà, donc nous, on observe, c'est la machine à remonter le temps dont je vous avais parlé, hein. Chaque fois qu'on s'éloigne un peu, on observe une coquille à un âge différent. Et ce qui est incroyable, c'est que l'univers est essentiellement transparent, donc on observe en gros très très proche du Big Bang si on regarde au bon endroit. Et ce n'est pas avec nos yeux, puisque avec nos yeux, la nuit est noire et que donc on ne voit rien du tout. Voilà. Et donc là, je vais simplement vous dire, parce que voilà, j'ai été bavard comme d'habitude, mais bon, ça ne fait rien. Il y a quelques années, avec quelques autres, on a proposé une mission spatiale à l'agence spatiale qui s'appelait Planck. Et l'objectif, ça a été précisément de fabriquer cette carte-là. Celle-là, c'est la vraie. En fait, ce qui est là, cette image-là, c'est la carte qu'on a mesurée avec le satellite Planck et dont on a rendu le résultat il n'y a pas très longtemps. Ce que je peux juste vous dire, voilà, ça ressemblait à peu près à ça. C'était donc une grosse machine. Comme Euclide, c'est une machine dont le coût total, ça fait de l'ordre du milliard. Donc ça correspond à 6 centimes par an par Européen. On était 400 chercheurs, on était 1000 avec tous les ingénieurs, etc. C'est une machine compliquée. Et pourquoi c'est compliqué? Je vais quand même vous le dire en 2 secondes. C'est que ces fluctuations dont je vous ai parlé, les petits grumeaux, en fait, c'est des fluctuations qui se mesurent, si on pense en termes de température, en millionièmes de degré. Voilà. On parle de millionièmes de degré. Donc, c'est un thermomètre, entre guillemets, qui doit être sacrément précis. Vous regardez chaque direction du ciel et vous devez être capable de mesurer des différences de température, du rayonnement qui arrive, de millionièmes de degré. Bon, ben voilà, c'est un thermomètre qui coûte assez cher. Mais c'est aussi un instrument technologique absolument inouï. Et on est très très fiers que la technologie du premier réfrigérateur à dilution dans l'espace, ça a été des Français qui l'ont proposé, c'est pour ça qu'on a fait cette expérience. Et ça venait de l'Institut Néel à Grenoble, qui a eu plusieurs records mondiaux de température, etc. Donc, on n'est pas à la ramasse dans tous les domaines en France. Il y a quand même des endroits où on sait encore faire des choses. Bon, peut-être pas si longtemps que ça. Bon, enfin, dans le futur, je ne sais pas. Bon, donc on a été beaucoup pour faire tout ça. Hein, donc vous voyez que en fait, l'instrument HFI, ça a été assez essentiellement piloté par l'Institut d'astrophysique spatiale et l'Institut d'astrophysique de Paris, dont je fus directeur jusqu'à peu. Et c'est là que toutes les données sont arrivées et que nous avons traité les données pour fabriquer la carte que je vous ai montrée. Et puis on arrive au bout, voilà, ça c'était, vous avez la date, c'était en 2009, on a lancé l'objet. L'objet, quand il était à Kourou, il ressemblait à ça. Voilà, c'est un gros bousin. Et tout ça pour mesurer au bout, hein, il y a un narthex, les détecteurs, c'est grand comme ça. Hein, voilà. Bon, ça, je pourrais vous en parler aussi pendant longtemps, parce que c'est 27 ans de ma vie, hein, quand même, donc je suis un peu au courant de ce qu'il y a dedans, mais c'est pas ça que je veux faire. Bon, je vais sauter le lancement, tout ça, le fait que ça va... voilà, on était au point L2, vous aviez posé des questions sur le point L2, voilà, le Soleil est là, la Terre est là, la Lune est là, et le point L2, il est à peu près là, et c'est super d'aller orbiter là, parce qu'on est très loin des téléphones portables. Vite fait pour vous la faire, vite, et à cet endroit-là, on a refroidi. Bon, tout ça, jusqu'en 2013, on a accumulé des données, jusqu'à ce qu'on envoie le petit bip en disant... maintenant, tu es débranché, tu es mort, tu n'es plus qu'un morceau de ferraille, pour que pas qu'il se rallume. Voilà. Donc ça c'est, on a envoyé la commande, et puis il a fait bip, 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 bou, bou. Voilà. C'est un moment un peu émotionnel. Et après, la fin de l'histoire, la continuation de l'histoire s'est passée à l'Institut d'astrophysique de Paris, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, au sous-sol, c'est-à-dire là. Voilà. Et donc, on a construit un centre de calcul pour traiter les milliers de milliards d'échantillons de mesures qu'on a acquis pendant ces quelques années. Voilà, donc ça c'est le centre que j'ai construit aussi. Et puis, voilà, au bout, le résultat brut de Planck, c'est ça. C'est 9 cartes à différentes fréquences. Et ce que vous voyez là, ça c'est les fluctuations. Alors, ce que vous voyez, ça, le trait là, c'est notre galaxie.
c'est la poussière de notre galaxie telle qu'elle rayonne dans l'infrarouge. Donc ça, on ne peut pas voir au travers. C'est les mêmes coordonnées, hein. Ça c'est le centre galactique, ça c'est le plan galactique, ça c'est tout le ciel. Et ben, le ciel, il apparaît, ce n'est pas une surprise, de manière différente selon la longueur d'onde, selon le capteur, si vous préférez, qu'on mesure. Donc, nous, avec nos yeux, on ne voit rien de tout ça, vous l'avez vu, hein, si on voit juste la Voie lactée. Bon, quand on regarde là, eh bien, vous voyez ces fluctuations du fond cosmologique. Et vous voyez bien, la galaxie, c'est en avant-plan, et vous voyez bien qu'il y a quelque chose derrière qui est toujours pareil. Et bien, ça, ce n'est pas la lumière qui vient donc d'à côté, c'est la lumière qui a mis 13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Et ceci est littéralement la trace des grumeaux primordiaux tels qu'ils étaient il y a 13,8 milliards d'années, l'empreinte de ces petits endroits qui étaient un peu plus ou un peu moins denses, avant que la gravité ramène tout ça ensemble et fasse les grandes structures dont je vous ai parlé. Voilà. Bon, alors ça, c'est les... Voilà, on mesure, enfin ça je saute parce que c'est pas la peine. Et donc, bah, le processus, c'est, là aussi, il y a des mathématiques, il y a pas mal de travail, il y a beaucoup de thèses de beaucoup de gens pour dire comment on sépare les différentes composantes. Bon, au bout, c'est ça, voilà, la carte du fond primordial, elle est là. C'est celle que je vous ai montrée sous forme de coquille tout à l'heure. Bah voilà, ça, on a annoncé ça en 2013, j'étais un peu plus jeune à ce moment-là. Voilà. On a été un peu visible, des petits Français qui font non seulement Le Monde, mais vous voyez aussi que l'International Herald Tribune, enfin un certain nombre de choses, donc on était quand même assez contents. Il y a même d'autres gens que ça a intéressé, donc c'était assez cool. C'est une des rares fois où vous avez pu me voir avec une cravate. Bon, je vais finir simplement sur quelques mots qui est comment on sort. Vous voyez cette image. D'accord, mais alors, je vous dis, ça c'est l'image des grumeaux primordiaux. Mais comment on fait encore le saut pour dire quel est l'âge de l'univers, quelles sont les différentes composantes? Il faut encore une étape. Alors, je vais vous en dire quelques mots. Simplement, on peut analyser. Est-ce que j'arrête? Je le fais quand même? Bon. Alors, ça, si vous pensez à ça, là, c'est comme si vous faisiez une image en fausse couleur de l'altitude de l'océan, au-dessus de l'océan. Donc, vous colorez, par exemple, en rouge les endroits qui sont des vagues hautes et vous mettez en bleu les endroits qui sont des creux. Ça, simplement, c'est une traduction en couleur et avec une image d'altitude. Mais en fait, ce n'est pas l'altitude, c'est simplement la densité des grumeaux. Mais ça, c'est... Voilà. Alors, comment on analyse ça? Il n'y a pas de théorie qui peut prédire à tel endroit de l'univers, c'était comme ça. Tout ce qu'une théorie peut dire, c'est dans ma théorie à moi, il y a beaucoup de grosses vagues et pas beaucoup de petites vagues. Ça, vous pouvez dire ça. Donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est un outil qui mesure le nombre de vagues en fonction de leur hauteur ou de leur contraste. Voilà. Eh bien, il y a une transformation mathématique, je ne vais pas y passer là-dessus, qui dit, voilà, on le mesure. Et donc, on dit, cette carte-là, voilà, en fonction, alors ça, c'est la fréquence des vagues. Bon, ça, c'est une unité, je ne vais pas le décrire. Et bien, voilà l'amplitude typique de ces vagues-là. Hein, donc, c'est de dire, les vagues de telle distance crête à crête, et par exemple, elles vont avoir un très fort contraste. Et puis, celles qui sont un peu plus petites, beaucoup moins. Celles qui sont encore un peu plus petites, un peu plus, etc. Donc, vous avez toute une source d'informations, là, il y a environ 2000 nombres, qui disent, finalement, tout ce qu'on peut sortir de l'image de l'altitude des vagues sur une planète qui serait entièrement remplie d'eau, c'est cette courbe-là. Et cette courbe-là, eh bien, c'est là qu'on va faire le contact avec la théorie. Parce que ça, on va dire, ça c'est en moyenne, voilà ce que la théorie ou les mesures donnent. Ça, ce sont les vraies mesures de Planck. Et donc, avant les mesures de Planck, des tas de gens, dont j'ai fait partie, mais tous ces gens-là, voilà, on dit, voilà, selon l'univers spécifique dans lequel on est, ça va ressembler à ça ou à ça. Donc, selon le fait qu'il y a un peu plus de matière noire, un peu plus d'énergie noire, l'âge de l'univers est un petit peu différent, le taux d'expansion de l'univers est un peu différent, enfin, il y en a 6 comme ça. Voilà. Et en fonction de ça, cette courbe-là est l'équivalent d'une empreinte digitale. Ça nous dit littéralement, voilà, un univers de telle constitution, eh bien, il laisse telle marque.
Et la beauté de la chose, c'est que nous avions constitué l'atlas des univers possibles avant d'avoir fait la mesure. Et donc, il y avait quelques possibilités. En fait, il y a 3 possibilités qui se produisent. Quand vous faites la mesure, vous avez un premier cas qui est l'univers ne correspond à... Il n'est pas dans l'atlas, du tout. C'est-à-dire, vous avez fait des théories, vous avez fait des prédictions, eh bien, pas de chance, l'univers, il a choisi de faire autre chose. Bon, ben là, vous avez une nouvelle question, c'est, bon, ben, on met toutes nos théories à la poubelle, et qu'est-ce qu'il faut changer pour rendre compte des données? Et puis, il faut après trouver une nouvelle manière de tester les nouvelles prédictions. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité qui est que parmi les empreintes digitales disponibles, il y en a une qui correspond à ce qui est mesuré. Et puis, il y a une troisième possibilité logique, c'est que les incertitudes de la mesure soient telles qu'il y ait 2 modèles d'univers qui soient compatibles avec ce qu'on mesure. Parce que ça aussi, c'est possible. La mesure, elle n'est pas d'une précision absolue. Toute mesure qu'on fait en vrai est entachée d'une certaine incertitude. L'incertitude de la mesure, parce qu'il y a du bruit, parce que tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est les possibilités. Eh bien, en pratique, ce qui s'est passé, ça, ce sont les points de mesure faits par Planck. Et les petites barres, là, ça dit, ben voilà, c'est incertain, mais c'est entre les 2 petits traits. Voilà. Et ça, c'est, alors, encore une fois, 27 ans d'efforts, des milliers de gens, etc. Mais au bout, tout ça, ça se résume à, enfin, plus des tas d'autres résultats dans d'autres domaines, mais du point de vue strictement cosmologique, c'est de dire la hauteur des vagues en fonction de la distance crête à crête, c'est ça, avec telle incertitude. Et on regarde les différentes mesures, et il y a un modèle qui, voilà, il y a un modèle qui est le modèle vert, qui est là, et ce modèle-là, il dit, l'âge de l'univers vaut 13,8 milliards d'années, il y a telle quantité de matière sombre, il y a telle quantité d'énergie sombre, il y a telle quantité de matière ordinaire, c'est-à-dire celle dont nous, on est fabriqué, et encore 1 ou 2 trucs. Voilà. Bon, enfin, il y en a 6. Donc, pour résumer, on fait une mesure extraordinairement précise, hein, qui est là. Alors, il y a beaucoup d'étapes, hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, il faut mesurer des millionièmes de degrés, tout ça, bon, etc., etc. On arrive jusque-là, et on compare au modèle, et il y en a un qui décrit bien les choses, et on en élimine beaucoup, parce que là aussi, ça, c'est le corollaire de tout ça, c'est qu'on met à la poubelle aussi beaucoup de théories d'autres. Hein, on sélectionne. Et puis, ce qui reste comme incertitude, c'est les modèles qui passent à travers les points. Si, donc, il y a des petites barres d'erreur là qui disent, voilà, en fait, on est un peu incertain, c'est pas 13,8 milliards d'années, c'est 13,8 milliards d'années, plus ou moins quelques centaines de millions d'années. Voilà. Je vais conclure sur un point presque plus philosophique. Ah non, je ne fais pas ça comme ça. Voilà. C'est que je ne suis pas en train de vous chanter un gospel de la vérité, disons que tout est connu pour les siècles des siècles, et c'est 13,8 milliards d'années, et il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que parmi les modèles que nous avions inventés pour rendre compte de la réalité d'une multitude de faits que je n'ai pas tous couverts, hein, qui correspond à la distribution des galaxies, les supernovae, enfin tout ce qu'on observe dans l'univers. On a maintenant un modèle qui décrit à peu près tout ce qu'on sait, de manière statistique, hein, y compris ça avec une précision qui est très grande. En gros, tous ces paramètres sont mesurés au niveau du pourcent. C'est-à-dire l'âge de l'univers, au niveau, les barres d'erreur, enfin l'incertitude dont je vous parle, c'est ça. C'est en gros, on a mesuré les densités, l'âge, tout ça, avec une précision de l'ordre du pourcent. Mais il n'est pas impossible que dans les développements futurs, avec John Webb, avec le satellite Euclide, avec ce que vous voulez, il y a une des composantes, on tombe sur un os qui dit « Ah, dans le modèle que vous avez mis là, il y a peut-être quelque chose à changer un peu. » Alors, il ne faut pas changer trop, parce que sinon vous cassez tout et vous ne reproduisez pas le reste. Mais peut-être que le vide, il a des propriétés un peu différentes par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez postulé. Ceci impliquera alors que les valeurs dérivées seront légèrement différentes. Et donc, peut-être qu'un orateur, dans quelques années, vous dira « Non, non, en fait, l'âge de l'univers, ce n'est pas 13,8, c'est 14, ou 12,7, ou je ne sais pas quoi, etc. » Ce n'est pas que ces mesures auront changé, c'est simplement que le modèle
qui est sous-jacent pour décrire les données, a dû être enrichi et avoir un degré de liberté supplémentaire, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on mesurera quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus qu'on avait supposé avoir une certaine valeur, bah, il a une valeur un peu différente. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, on ne vous donne pas la vérité. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne en science. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on fabrique des modèles, et ces modèles, ils sont plus ou moins descriptifs, ils ont plus ou moins de succès, et le succès absolument inimaginable de notre siècle, c'est que nous avons construit une histoire cosmologique qui décrit à peu près tout ce qu'on observe, et tout ce qu'on observe est incroyablement riche parce que nous observons des milliers de milliards d'étoiles, des milliers de milliards d'étoiles. On observe le fond cosmologique avec une précision qui est du millionième, etc., etc., etc. Donc voilà, on a une histoire. Si l'histoire est un peu différente, ben, ça sera un peu comme, je ne sais plus comment c'était, bon, ça sent le coca, ça ressemble au coca. Enfin bon, je ne sais plus exactement, mais ça ne sera pas très différent. Mais ça peut être un peu différent. Voilà, parce que nous ne sommes que des hommes, et des femmes, bien sûr, et puis des LGBTQI, etc., bien sûr. Et donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est voilà où on en est de la construction de notre représentation du monde, dont on peut penser que beaucoup d'éléments survivront à l'histoire. Je vous remercie. Voilà. Bon, voilà.